c'est pas l'idéal. Il y aura une moins bonne attention, il y aura bien sûr une moins bonne mémorisation. Pourtant, on voit beaucoup ça dans les emplois du temps. Hop, ils arrivent, accueil, français, boum, calcul, dictée. Oui, en effet. Bon, les activités périscolaires, bon, j'ai épilogué. Oui, le problème, c'est que les activités, si vous les faites le matin, justement, une activité périscolaire le matin, pendant la période où l'enfant a des capacités d'attention moins importantes, hein, très bien. Pourquoi pas pendant le déjeuner aussi, pourquoi pas. Le soir, après les courses, peut-être pas l'idéal, dans la mesure où vous les faites sur un enfant qui est déjà fatigué par sa journée. Donc, il aura un rendement qui ne sera pas très bon. C'est pas l'idéal de faire ça systématiquement en fin de journée. Tout comme c'est pas l'idéal de bloquer tout sur une journée, enfin sur le samedi par exemple, enfin, sur un jour de repos. Non, il faut tout ce qui est activité physique doit être réparti régulièrement dans la journée et toute la semaine. Ça, c'est très important. Et si on en revient aux durées d'activité, c'est comme pour la marche. Il est certain que vous commencez à avoir, disons, à améliorer votre métabolisme, la circulation et tout, qu'après, disons, au moins une demi-heure d'activité. À partir de 20 minutes, vous commencez à consommer les calories de matière grasse, et à partir de... Donc l'idéal, c'est comme pour les parcours scolaires à pied, l'idéal, c'est si l'enfant, à l'occasion, au lieu d'être conduit en voiture, s'il peut marcher 20 à 30 minutes pour aller à l'école, c'est pas plus. Sinon, après, il se fatigue. Ça peut être 20 à 30 minutes 4 fois par jour. Si l'enfant n'est pas très loin, s'il ne rentre pas à la cantine, sinon c'est matin et soir, c'est déjà bon. 30 minutes, c'est bon. Et pour ceux qui font du sport ou autre, il est certain que ceux qui font du sport notamment pour essayer soit de maigrir, soit de ne pas trop grossir, hein, il faut que cet exercice physique soit d'au moins 30 minutes. Oui, parce que les enfants de maternelle font de l'exercice tous les jours. Hein. Et c'est vrai qu'à partir du CP, c'est fini. Beaucoup de choses qui s'arrêtent. Il y a beaucoup de choses, c'est vrai, fonctionnement d'atelier, ça. Ouais. Moi j'ai une question, alors on ne va pas remettre en cause la semaine des 4 jours et demi, puisqu'elle est posée, elle est là. Je voudrais savoir en tant que pédiatre, si vous avez pu observer une fatigabilité différente des enfants que vous recevez dans votre cabinet depuis le passage à la semaine de 4 jours et demi. Le fait de travailler 4 jours et demi, et puis peut-être, est-ce qu'il y avait aussi une différence entre le samedi matin travaillé, qui devait être le cas de Saint-Denis, là, jusqu'à l'année dernière, c'est ça, et maintenant le mercredi matin? Est-ce que le fait d'enchaîner 5 matinées d'affilée, en l'occurrence, fait que les enfants sont plus fatigués en fin de semaine, ou est-ce que la coupure du mercredi était intéressante, et avec une matinée le samedi matin, voilà, pour avoir une idée quand même. Oui, j'ai pas assez de recul sur... il est certain que moi, quand on m'a demandé mon avis des différentes communes et tout, je prenais la coupure du mercredi matin, au milieu de la semaine, qui me paraît assez logique. Mais je n'ai pas suffisamment de recul, et puis bon, j'ai une clientèle qui vient essentiellement de telle ou telle mairie, mais pas représentative de toute l'île, donc je peux pas... Statistiquement, je ne peux pas vous dire quelque chose. J'ai eu quelques impressions, mais je ne peux pas en tirer vraiment des conséquences. Moi, j'étais plutôt favorable à la coupure du mercredi, en faisant le mercredi, en ayant d'autres activités extra-périscolaires, hein, mais en laissant dormir les enfants, enfin les petits, ce dont il a besoin, que ces activités-là ne soient pas faites le matin à partir de 8 heures. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça, on l'oublie trop souvent. Je crains qu'il ne puisse pas y avoir de réponse à votre question, parce qu'il faudrait prendre plusieurs sous-groupes d'enfants, des sous-groupes qui font effectivement toutes les matinées, des sous-groupes qui ne font pas toutes les matinées, mais des sous-groupes qui dorment en fonction de leur physiologie, le nombre d'heures nécessaires chaque nuit, activité physique égale, donc ça ferait des cohortes de dizaines de milliers d'individus, et pour en tirer, en tout cas au niveau médical, ce qu'on fait, pour en tirer des leçons. Mais ce que disait Michel Turquet, c'est que l'éducation nationale n'est pas forcément la grande responsable de la fatigue des enfants. Quand on voit que les enfants passent 4 heures, ou un individu en France passe 4 heures devant un écran, et ne fait pas d'activité physique, et puis sans oublier ces chers téléphones qui sonnent encore
quand l'enfant est couché, qu'il les réveille, qu'il n'est pas éteint, ou les jeux, je ne pense pas que vous soyez quand même avec 6 ou 7 heures par jour les grands responsables de la fatigue des enfants. C'est plutôt du côté de la société et des parents qu'il faut chercher. Je pense pas que oui, je crois que c'est multiple, hein. Oui. C'est un problème de santé publique. Le manque de sommeil, c'est un problème de santé publique, et c'est sûr qu'il n'y a pas que, la vie à la maison est quelque chose d'important, et ça, c'est sûr qu'il y a toute une éducation des parents. Le problème des écrans, on peut épiloguer, mais beaucoup de parents n'arrivent pas à maîtriser ça. Parce qu'eux-mêmes ne les maîtrisent pas. Oui, parce que c'est difficile. C'est clair. Je crois que tout a été dit là-dessus. C'est une question de bien. De toute façon, les enfants ont besoin d'être sécurisés dans la vie. Et pour être sécurisés, il faut qu'ils soient dans un cadre bien clair. Un cadre d'interdiction, d'un tas de permissivité, dans lequel les parents doivent se... Là, l'enfant se sentira sécurisé. Si ce n'est pas très clair, au point de vue interdiction, au point de vue permissivité, il va naviguer un petit peu et les parents auront des difficultés. Donc ça, il faut vraiment annoncer la couleur très tôt. Et à ce moment-là, l'enfant s'épanouira beaucoup plus facilement, s'il se sent bien sécurisé. C'est vraiment très très important. Il y a que la régularité aussi. C'est sûr qu'il y a eu une formation, une information de beaucoup de parents qui est importante. C'est sûr que c'est pas facile. Il faut improviser. Puis chaque enfant est différent. Chaque enfant, vous allez avoir telle attitude avec tel enfant et pas la même avec un autre. Quand vous avez plusieurs enfants, c'est pas toujours facile. Donc il y a une formation, une information de beaucoup de parents à faire, et c'est pas toujours facile. Mais ça fait partie, enfin pour les médecins que ça intéresse, ça fait partie d'un rôle important, parce qu'il y a des parents qui sont un petit peu perdus. Et il ne faut pas psychiatriser les choses à outrance. Hein. C'est pas un enfant a des petits troubles du sommeil ou un petit trouble de comportement qu'il faut tout de suite l'envoyer au pédopsychiatre ou autre, parce qu'on risque de tomber dans une escalade anxiogène vis-à-vis des parents. C'est important que les parents soient bien informés, bien sécurisés et ne soient pas anxieux, car l'anxiété des parents retentit très, très vite sur le comportement des enfants. Ça, ils le sentent très bien. Donc l'enfant, il a besoin de voir des parents souriants, épanouis, ça c'est très important. Et à mesure qu'ils avancent en âge, et là on touche aux adolescents, à ce moment, les qui sont un petit peu grands, ils sont très, très exigeants. Ils sont de plus en plus exigeants vis-à-vis de leurs parents. Ils auront tendance à les juger très vite. Donc c'est là où il faut faire attention à pas faire d'erreur sur le plan psychologique. Oui, non, c'est sûr. Non, mais je pense qu'on est parfaitement d'accord. L'adolescence est vraiment un cap difficile à passer, où les parents, il ne faut vraiment pas faire d'erreur. C'est vrai. Les parents qui sont un petit peu perdus, il ne faut pas qu'ils hésitent à demander conseil à certaines personnes, quelquefois, qui peuvent donner des pistes de réflexion. Sur la prévention, enfin moi je pense que sur la prévention sur les écrans avant l'endormissement, pour moi il y a encore un travail énorme à faire, parce que on est une génération hyper connectée, même les parents sont hyper connectés, et que font les enfants, c'est pareil. Et en fait on sait, un écran avant de s'endormir retarde la sécrétion de mélatonine qui va déclencher l'endormissement, donc ce qui fait que l'endormissement sera plus difficile pour l'enfant. Simplement les écrans bleus, ça c'est un poison physiologique, cet écran, cette lumière bleue qui retarde l'endormissement, et du coup l'enfant, c'est son cycle, c'est toujours pareil, c'est le cycle du sommeil qui est perturbé, c'est le train du sommeil que je ne prends pas. On parlait tout à l'heure du réveil spontané, c'est aussi l'endormissement spontané, et ça il est retardé. Et même en fait, ce qu'on montre aussi, c'est que la petite diode bleue qui clignote dans la chambre, celle-là aussi, elle est néfaste, parce que en fait, même les yeux fermés, c'est capté. Donc il faut absolument éviter toutes les lumières qu'il peut y avoir qui peuvent clignoter, et interdire ces écrans ou ces téléphones
l'utilisation. Je ne parle même pas du téléphone que je mets à côté, dont je me sers pour me réveiller le lendemain matin et qui continue à fonctionner avec les ondes. Hein. Bon, il y a des études qui montrent quand même que c'est pas forcément très très bon. Puis, pour moi, il y a un principe de précaution. Moi, quand les gens me disent j'ai mal à la tête, j'ai du mal à dormir, etc., première question, je leur dis mais où est votre téléphone? Qu'est-ce que vous en faites? Voilà. Et, déjà, débarrassez-vous de ça. Votre table de chevet. Nous allons ramasser tous les téléphones. À la fin, pour notre sauvegarde personnelle. Mais cette histoire des lumières bleues, d'écran, des téléphones, ondes et tout ça, est-ce qu'il y a des études Sur la mélatonine, oui. Sur la sécrétion de mélatonine qui te permet l'endormissement, oui, ça s'est montré. Qu'en fait, ça retarde l'endormissement. Sur l'effet néfaste sur le cerveau, ce que j'ai vu, moi, c'était des expériences qui ont été faites par des organismes indépendants sur des téléphones portables allumés postés autour de couveuses de poussins. Donc on prend des téléphones portables, on met des couveuses, une couveuse sans téléphone portable, une couveuse avec téléphone portable allumé. Et on voit ce que ça donne à la naissance. Tu as plus de 50% des petits poussins qui sont difformes, qui ont des problèmes, alors que l'autre couveuse, oui, à partir de téléphone, alors que l'autre couveuse, les taux de malformation sont beaucoup moins. Donc quand même, fait tout ça par des organismes indépendants. Donc quand même, on se dit il y a quand même quelque chose qui est pas très bon. Au niveau, bon, les poussins, ce n'est pas des humains, l'écran des humains il est beaucoup plus épais. Mais bon, j'ai pas de référence scientifique à te donner, mais en tout cas, ça va pas. J'ai pas vu en tout cas d'études qui disaient mais non, tout va bien avec un téléphone portable. Enfin, c'est pas la Parce qu'un téléphone portable, il est dangereux lorsqu'il est émet des ondes. Oui. Donc quand tu parles au téléphone, quand il est à côté de toi, il reçoit des ondes. Oui. Et même si tu enlèves le téléphone, les ondes sont toujours là. Oui, mais elles sont là aussi, les ondes. Oui. Oui, c'est ça. Si je mets mon téléphone ici, Oui. si je ne l'utilisais pas, Oui. il capte les ondes pour savoir si quelqu'un l'appelle. Oui. Mais il n'émet pas d'ondes. Oui. Donc, je ne vois pas pourquoi le fait de dormir à côté de mon téléphone, parce qu'il... Il émet des ondes parce qu'il est localisable. Oui, mais les ondes, elles sont très faibles. Et les ondes... Dans le métro, dans un train en train de téléphoner, vous émettez un maximum d'ondes. Oui. Alors, il n'y a pas d'études qui montrent que c'est néfaste, il n'y a pas d'études qui montrent que ce n'est pas néfaste. Par contre, ce qui semble admis, c'est que pendant la genèse du cerveau chez le tout petit, mais par principe de précaution, avoir 5-6 ans, c'est vraiment pas une bonne idée de leur faire émettre des ondes contre le cerveau. Oui, voilà, mais bon, c'est... Peut-être même au niveau de la ceinture chez les hommes, chez les petits. Spermatogénèse, des choses comme ça. Ça, on découvre de plus en plus de choses maintenant. Donc on va s'arrêter parce que tout le monde va être stérile avec ses téléphones, on ne se posera plus la question. Mais ça fait peur parce que là, pour le coup, voilà, on peut se demander à partir de quel âge, de façon raisonnable, on peut offrir un téléphone de base à son enfant, quoi. Parce que maintenant, il faut faire comme les autres. Moi, j'ai résisté longtemps. Je ne sais pas pour vous, mais... collège, moi, ça m'a paru tôt aussi. Donc, Ça m'a paru tôt, mais je ne peux résister que jusqu'au collège. Pour revenir sur la sécrétion de mélatonine, elle est maximale à 2 heures du matin. Donc c'est elle qui va plonger l'individu, qui va déclencher le sommeil. Et effectivement, elle peut tout à fait altérer, comme je disais, par la veilleuse, la petite veilleuse bleue, puisque de toute façon, à travers, c'est notre troisième œil qui le prend, qui est lapinal, qui est juste derrière les yeux, et donc à travers les paupières, le troisième œil, l'œil du reptile, en fait, va capter la lumière et tombe des difficultés dans l'endormissement, une désynchronisation. Ce travail de nuit chez les infirmières, par exemple, est tout à fait délétère. Les travaux postés de nuit, les 3-8, c'est une grande fréquence de fatigue, bien sûr, mais de diabète, hypertension, cancer, la perte des rythmes. On me demande si ces petites choses qui sont tout à fait anodines, comme ces petits éclairs, qui sont très puissants, ça suffit pour éclairer une pièce, ne sont pas aussi quelque part en train de perturber ces rythmes-là. Une question, moi, les adolescents dorment beaucoup plus, observation personnelle. Est-ce que c'est dû à la quantité de mélatonine beaucoup plus importante au moment de l'adolescence, pour le coup, avec ce que je dis, ou parce que là, ma fille, si je laisse dormir, elle dort. Elle dort longtemps. Donc là, le réveil spontané n'existe pas chez elle.
C'est impossible. Hein. On peut se coucher à 10h et à 14h le lendemain matin, on se réveille vite. Déjà. Ouais. Donc, à quoi c'est dû là pour le coup au niveau de l'adolescence? C'est ça? C'est connu? Je ne sais pas si c'est un lien avec la mélatonine, mais il y a quand même la croissance qui quand même est consommatrice de pas mal d'énergie aussi. Alors après, l'adolescent qui se couche à 10h s'endort-il vraiment à 10h? Oui, ça c'est encore autre chose. Je ne dis pas. Et bien, à 2h du matin, parce que c'est quand même l'âge des contacts, c'est l'âge de... Et voilà, la porte est fermée, mais rien ne vous dit que... Voilà. Il y a ça, enfin, en tout cas pour moi il y a effectivement ce qui est de l'ordre de la croissance que tu dis, hein, avec ces phases de sommeil du début là, qui sont vraiment extrêmement importantes. Il y a aussi comment le cerveau aussi, toute la maturation du cerveau qui est encore en train de se faire et de se finaliser. Tout ça, pour moi contribue à demander un sommeil qui est réparateur et constructeur. Donc il semble normal qu'ils puissent dormir plus longtemps. D'ailleurs, c'est aussi une aberration de faire commencer des cours pour des adolescents à 7h ou 7h30 le matin. Ils sont absolument pas... C'est ce qu'on voit ici. Et qui prennent le bus à 6h30 et donc ils se lèvent à 5h30. Voilà, c'est ça. C'est pas du tout respectueux de la biologie, pour le coup. Ouais. Justement, pour comparer par rapport à d'autres pays, par exemple en Espagne, commence beaucoup plus tard. Tout commence beaucoup plus tard en Espagne. Est-ce que vous savez si les enfants espagnols sont plus ou moins fatigués que les enfants français? Non, vraiment, Donc, du coup, l'effet de commencer à 7h30 ou de commencer à 9h ou 10h, comme en Espagne, ça veut dire que ce n'est pas si important que ça. Là. Je sais pas, par rapport à le fait qu'ils commencent plus tard, tu dis, est-ce que l'Espagne, enfin, je n'ai jamais été en Espagne, mais je sais que la vie économique, la vie tout court, elle commence à 9h30, 10h, partout. Ouais. Donc, Donc est-ce que les enfants et les ados sont moins fatigués? Est-ce que les enfants espagnols sont moins fatigués? Ouais, une bonne question, ça, je sais pas. Puis une autre question, toujours par comparaison à d'autres pays. Par exemple, en Italie, on va à l'école que le matin, 4 ou 5 heures de cours, de 8h30 jusqu'à midi et demi ou 1h. Et on a beaucoup moins de vacances. C'est-à-dire l'école part en septembre et finit en juin. Il n'y a qu'une semaine